Elon Musk qui cherche donc à prendre le contrôle d'OpenAI, l'entreprise star de l'IA qui a créé, on le sait, ChatGPT, en mettant sur la table quasiment 100 milliards de dollars, 97 milliards de dollars. Bonjour Raphaël David Lasserie. Bonjour David Jaco. Merci d'être avec nous sur Boursorama, président fondateur de Magic Lamp. Vous êtes entrepreneur, fin connaisseur de l'univers, des solutions IA. Ça vous surprend ou pas que le milliardaire américain cherche à mettre la main sur OpenAI? Ils se connaissent depuis longtemps, ils ont été ensemble, ils ont été associés. Puis manifestement, il y a des différends maintenant et c'est un peu la guerre ouverte. Absolument. Elon Musk fait partie des fondateurs initiaux d'OpenAI en 2015, donc oui, ils se connaissent très bien. Est-ce que la proposition de rachat agressive est surprenante? Absolument pas. Aujourd'hui, on voit une accélération. Là, en sortie du sommet international pour l'IA qui s'est achevé hier, on a vu l'enjeu, l'engouement, le besoin à la fois économique et à la fois de souveraineté qui entoure l'IA. Aux États-Unis, on a eu les annonces du projet Stargate il y a quelques semaines qui visent à investir sur 4 ans 500 milliards de dollars, porté notamment par OpenAI, et donc il est assez normal qu'Elon Musk, avec sa personnalité, on va dire assez affirmée, avec sa volonté de communiquer autour de ces sujets, veut faire mainmise sur des enjeux qu'il a bien connus, qu'il connaît bien avec xAI, et donc la proposition de rachat est assez logique dans sa logique de, on va dire, de communication agressive et de développement agressif de son empire. Quelle est la vraie motivation d'Elon Musk dans cette affaire? Parce que c'est une offre qui est hostile, ça on l'a compris, qui vise, si j'ai bien compris, à empêcher donc Sam Altman, président de OpenAI, de transformer OpenAI en entreprise classique, normale, traditionnelle d'ici la fin de l'année prochaine. Alors, il y a bien évidemment le discours officiel. Donc, ça fait plusieurs années maintenant qu'Elon Musk officiellement prend position contre la vision d'OpenAI, qui effectivement, et ça en soi il a raison, OpenAI qui initialement était vu comme principalement une non-profit, donc une entreprise à but non lucratif qui devait faire avancer l'humanité, d'où le mot aussi OpenAI pour avoir une intelligence artificielle ouverte et qui en fait s'est transformée évidemment en closed AI et comme une des entreprises avec une des plus grandes capitalisations possibles. Donc à ce niveau-là, son propos c'est de se dire OpenAI s'est dévoyé, on a quitté la droite ligne de ce que l'on voulait pour faire avancer l'humanité et donc il est temps de reprendre les rênes et de refaire ça. Alors évidemment, ça c'est un discours de communication. Ça c'est le discours de com. Derrière, il y a plusieurs sujets. Il y a le fait de se dire, et il est assez clair, hier justement on était avec Sam Altman au Grand Palais le matin, on a entendu un peu l'ensemble des annonces, les divergences avec la ligne européenne, US et l'axe indien qui se précise. Il est clair que pour Elon Musk, ce qui est important, c'est d'avoir le maximum de leviers de contrôle, être le plus incontournable possible pour proposer des solutions d'IA qui viendraient irriguer et aussi qui viendraient donner corps à ses idées et les diffuser le plus massivement. Il l'a commencé avec xAI, qui est le concurrent qu'il a un petit peu lancé, mais évidemment, le mastodonte OpenAI fait envie, et de son côté, ce serait le joyau de la couronne qu'il aimerait pouvoir évidemment acquérir. Et donc c'est vrai que le projet d'Elon Musk, donc c'est xAI, il est très en retard par rapport à tout ce qui est développé notamment par OpenAI. Alors, ça aussi, c'est ce retard-là, c'est rattraper ce retard-là. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs? C'est assez complexe à dire. Aujourd'hui, on l'a encore vu, il est clair qu'OpenAI avait beaucoup d'avance, à la fois technique, à la fois technologique et en termes d'infrastructure. Oui. Les autres alternatives à OpenAI, que ce soit les alternatives françaises comme Mistral, d'autres sociétés, Anthropic aux États-Unis ou xAI, ont également développé des modèles qui, pour le coup, fonctionnent bien. Donc le retard, évidemment, il y a des écarts technologiques, il n'y a pas fondamentalement un retard absolument massif technologique. On l'a vu avec les Chinois d'ailleurs aussi. On l'a vu avec DeepSeek il y a quelques semaines. La question de retard et on va dire de capacité techno n'est pas vraiment le centre du problème ici. xAI a d'ailleurs lancé un nouveau type de modèle de génération d'images qui est assez en avance sur le reste. Je pense que dans ce cas précis, la vraie différence est à la fois une question de base d'utilisateurs. Aujourd'hui, OpenAI, c'est à peu près 300 millions d'utilisateurs, dont un peu plus de 10 millions payants. xAI, les utilisateurs payants via Grok sur Twitter, c'est plutôt autour du million d'utilisateurs. Donc il y a quand même une vraie différence. Et derrière, étant donné que Elon Musk a pris le parti de devenir un acteur
communicant et un acteur majeur du gouvernement Trump, il est clair que pouvoir pousser son narratif et pouvoir mettre un peu la main sur les autres providers, c'est sans doute une des raisons centrales, bien plus que la raison d'avancée technique ou technologique d'OpenAI. Ouais, et en même temps, Elon Musk, donc on l'a dit, hein, qui fait partie des fondateurs d'OpenAI, avant de claquer la porte, ils l'ont cofondé en 2015, et puis il claque la porte, je crois, en 2018. Oui, il me semble que c'est les bonnes dates. Et donc, quand il dit aujourd'hui, il est temps pour OpenAI de redevenir la force positive, il dit open source, axé sur la sécurité, gna gna gna, open source. OpenAI n'est pas en open source. Rien dans OpenAI. Alors que Mistral est en open source. Alors, c'est pareil, là aussi, il faut quand même nuancer. OpenAI... Rappelons peut-être ce qu'est. Voilà, open source, le principe c'est de se dire que l'on va pouvoir publier l'architecture du modèle, donc ce qui va être nécessaire pour faire tourner un grand modèle de langue ou n'importe quel type de code informatique, ce qui fait que le code peut servir de base à la majeure partie des travaux de la communauté open source, des entreprises comme MagicLam qui vont exploiter des solutions de modèles fondationnels existantes. Certaines entreprises prennent la décision de publier certaines de leurs modèles. Donc Mistral, c'est effectivement le cas sur une partie de la gamme des modèles de Mistral. Il reste des modèles propriétaires de Mistral et c'est bien normal. Et effectivement, OpenAI, qui initialement a un peu fait son axe de communication sur de la publication open source de modèles, ça a été le cas. Ils ont aujourd'hui le modèle, par exemple, de transcription le plus utilisé au monde, ça s'appelle Whisper, Murmure, et c'est un modèle open source d'OpenAI. Maintenant, il est vrai que sur leurs LLM, donc sur ce que, on va dire, le ChatGPT, GPT-4, etc., c'est des modèles qui sont parfaitement closed source, sur lesquels on ne connaît ni l'architecture, ni les paramètres nécessaires à faire fonctionner ces modèles. Aujourd'hui, c'est un enjeu de soft power et un enjeu économique de se dire où est-ce que je mets la frontière, qu'est-ce que je garde en interne et qu'est-ce que je donne à la communauté. Grok, par exemple, a donc les modèles de LLM développés par Elon Musk ou par les équipes d'Elon Musk ont effectivement été au fur et à mesure open sourcés, mais certains, Grok 2 par exemple, est encore aujourd'hui propriétaire. Donc le message n'est pas particulièrement transparent, et il est vrai que pour OpenAI, ça fait assez longtemps que les modèles, que les LLM en soi développés, les grands modèles de langue, ne sont pas open sourcés. Et on l'a vu, effectivement, quand DeepSeek se lance dans la bataille, une des grosses différences, c'est de se dire on a aujourd'hui la capacité de faire tourner un modèle quasi équivalent aux performances des derniers modèles. 6 millions de dollars. Mais il paraît que ce n'est pas vrai ce chiffre au final. Les infrastructures derrière ont coûté plusieurs milliards. C'est très compliqué de pouvoir estimer un chiffre cohérent de où est-ce qu'on met la limite? Qu'est-ce qu'on compte? Est-ce qu'on compte tout ce qui a été nécessaire en amont, à la fois en termes de formation, en termes de recrutement, en termes d'infrastructure? C'est un modèle à plus de 600 millions de paramètres, 674 milliards de paramètres. Ça nécessite de la puissance de calcul, évidemment, pour l'entraîner, mais il est clair que plus le temps avance, plus à architecture fixée, les coûts nécessaires à entraîner des équivalents d'un GPT-4o ou d'un GPT-o1 vont baisser et baissent déjà. Donc c'est pas non plus une grande surprise de se dire que le pionnier, celui qui publie le premier modèle, va essuyer un peu les plâtres et va avoir des coûts absolument colossaux. Et effectivement, ceux qui vont suivre, même s'ils vont avoir à peu près les mêmes performances, vont... Mais à requête équivalente, qu'est-ce qui vaut mieux? Quelle est la meilleure réponse entre guillemets entre ChatGPT, le chat de Mistral AI et DeepSeek Alors, c'est encore une fois... Vous l'avez testé, j'imagine? Oui, oui, bien sûr. On a en permanence, on utilise des benchmarks permanents de l'ensemble des modèles. C'est difficile de quantifier ça, et je pense que ici, pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs, c'est intéressant justement de se dire un bon modèle de langue, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui répond bien à vos questions. Ce qui est important de comprendre, c'est que la réponse, elle est bien évidemment évidente, mais ce ne sont pas des architectures qui sont pensées pour avoir réponse à tout. C'est des architectures qui sont pensées pour représenter le texte. Donc la question, c'est plutôt de se dire, si par exemple je donne à DeepSeek l'ensemble des données financières concernant une entreprise, je donne à OpenAI l'ensemble des données financières, est-ce que je vais avoir une mécanique qui va me permettre d'extraire les bonnes informations des deux? Et là, effectivement, aujourd'hui, alors Cocorico, on a une petite préférence pour Mistral, mais il est vrai que sur les performances brutes, on a une quasi-équivalence entre les modèles. Sur certaines étapes qui sont des étapes de raisonnement mathématique un peu plus complexes, qui vont un peu au-delà, OpenAI garde quand même encore un peu d'avance, mais cette avance va être rattrapée et va être rattrapée rapidement. Alors justement, OpenAI, cette offre pour le patron, pour Sam Altman, c'est niet, c'est non, c'est nein. Pourquoi? Parce que déjà ça vaut plus. Apparemment, je lisais que
Possiblement, CNBC parle d'une nouvelle levée de fonds de, je ne sais plus, 40 et quelques milliards de dollars qui valoriserait OpenAI à 300 et quelques milliards de dollars. Donc c'est parce que c'est pas assez, le chèque n'est pas assez gros, ou c'est pas seulement ça? Je pense que ça va bien au-delà. On a vu peut-être la réponse un peu amusante, un peu agacée de Sam Altman qui répond drôle, par tweet interposé qu'il refuse l'offre évidemment, mais que par contre il est prêt à racheter X qui a du coup été évidemment racheté par Elon Musk. À 9,74 milliards de dollars. Un petit facteur de réduction de coûts, c'est aussi le facteur de scaling entre le nombre d'utilisateurs d'OpenAI et le nombre d'utilisateurs de Grok. C'est drôle, oui, d'accord, je l'ai pas vu. Il y a un peu une réponse un peu cinglante. Il a répondu Elon Musk, il a répondu escroc. Oui, voilà, je pense que le divorce est vraiment consommé. Ouais. Ça fait plusieurs mois qu'il y a des fuites d'informations, des mails qui ont été diffusés publiquement. Bon, je pense que déjà, ils ne se supportent pas vraiment. C'est deux personnalités très différentes. C'est sûr qu'on a un Elon Musk, surtout aujourd'hui, à la tête du DOGE, du département de l'efficacité gouvernementale aux US, qui a une vision qui est très, un peu cow-boy, très pushy, individuelle. On va porter le message, on va le prendre à bras-le-corps et on va résoudre le problème. A contrario, effectivement, Altman, en tout cas, extérieurement, semble plutôt chercher des consensus. Il est clair qu'aujourd'hui, dans cette course-là, Sam Altman n'aurait aucun intérêt à céder à Elon Musk, indépendamment effectivement de la valorisation qui, dans tous les cas, a été sous-estimée notamment par cette offre-là. Ouais, malgré des pertes. Hein. Les pertes, c'est le Wall Street Journal qui parle de 5 milliards de pertes pour OpenAI en 2024. Ouais, bon, après, c'est pas le... C'est pas particulièrement surprenant non plus. Comme on le disait tout à l'heure, les modèles en question sont des modèles titanesques, donc nécessitent une grosse puissance de calcul. Et je pense que le cœur de la question ici, c'est pas tellement la course à la puissance des modèles, mais c'est derrière comment est-ce qu'on fait que pour l'ensemble des entreprises, que ce soit en France ou ailleurs, que ces modèles-là puissent être utilisés pour créer de la valeur. Parce qu'à partir du moment où on arrive à créer de la valeur avec, il est possible que les providers type OpenAI, etc., à la fois par travail technique de diminution de leurs coûts et par augmentation de leur modèle économique, puissent rattraper assez vite ces retards. D'où l'intérêt aussi de cultiver notre souveraineté numérique et de ne pas dépendre entièrement de providers. On en a parlé lors du sommet, évidemment, de l'IA à Paris. Notre structure garantit qu'aucun individu ne peut prendre le contrôle d'OpenAI, dit Sam Altman. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors c'est toujours pareil, là aussi on est sur de la communication pure, toute structure peut céder à un rachat très agressif. Parce que non lucratif, parce que... Alors il y a une structure bicéphale dans OpenAI. On ne l'a pas expliqué, vous avez raison. Donc il y a une structure un peu complexe, avec une structure qui est à but non lucratif, qui chapeaute, et une structure à but lucratif qui exploite. Et qui fait le financement, qui lève les financements. Et qui lève, voilà. Donc aujourd'hui il faut quand même rappeler que Microsoft a quasiment la moitié du capital d'OpenAI, donc malgré tout il y a quand même de la structure mère. Et donc, ce qui est important, c'est évidemment que ça a été pensé à la fois pour des raisons d'optimisation de levée, mais aussi pour avoir une gouvernance un peu plus partagée. Est-ce que c'est un système qui est imperméable à toute forme de modification? Évidemment que non. C'est un axe de communication. Il est sûr qu'aujourd'hui, si on tend vers un monopole dans l'empire Trump, ce serait assez inquiétant, on n'en est pas là. Un monopole dans l'empire Trump, c'est-à-dire dans l'empire Trump, qui viendrait couvrir à la fois dans l'empire Trump et dans l'empire Musk, qui viendrait pouvoir dans l'empire Tusk, exactement, alors sans aller demander quoi que ce soit à Donald Tusk pour le coup, mais qui viendrait effectivement couvrir à la fois les enjeux vraiment d'alignement des modèles d'IA, donc essayer d'aligner à des valeurs qui leur seraient propres les réponses d'un OpenAI ou les réponses d'un LLM, qui ferait qu'effectivement on pourrait encore raboter l'espace de liberté dans lequel la sphère technologique évolue aux États-Unis. Est-ce que Musk peut arriver quand même à ses fins? Est-ce que s'il relève son offre, il pourra mettre la main sur ChatGPT? Je pense que l'on ne peut jamais, on va dire, fermer la porte à ce que peut faire Musk. Malgré tout, c'est une personnalité qui, souvent... Il a tous les leviers financiers, de pouvoir maintenant. Les leviers politiques, les leviers financiers. Donc, on ne peut pas dire que l'histoire va s'arrêter là. Là, pour l'instant, on est sur une action de communication. On se rappelle, il y a un peu plus d'un an et demi, quand Twitter a été racheté, au début, personne n'y croyait vraiment. Il y a eu une érosion lente et un rachat brutal. On ne peut pas aujourd'hui écarter que ça arrive un jour. Je ne pense pas que ce soit dans l'histoire immédiate et je ne pense pas que les intérêts soient parfaitement alignés, au sens où le projet Stargate dont on parlait tout à l'heure compte sur OpenAI comme un acteur majeur du développement de ces infrastructures IA. Et donc il est peu probable que ça arrive du jour au lendemain. Toutefois, ça reste une possibilité et je serai le dernier à dire que c'est impossible.
Bon, en quelques secondes, Magic Lamp, vous étiez d'ailleurs au sommet de l'IA, vous avez rencontré, j'imagine, beaucoup de monde. En quelques mots, vous présentez ce que vous Alors, faites? très simplement, Magic Lamp, donc effectivement, on a eu la chance d'être parmi les 50 boîtes mondiales qui étaient présentes au Grand Palais. Oui, il faut le Donc, dire. on a pu discuter à la fois avec le président de la République, avec des Il y a une photo de vous qui circule avec le président de la République. Il semblerait que Libération ait décidé notamment d'en faire, une de ses photos phares, donc bon, c'est un plaisir. Côté Magic Lamp, notre vision de l'IA, elle est un peu particulière. Ça fait 7 ans qu'on existe, qu'on développe des solutions qui servent aux entreprises, au sens où l'IA que l'on conçoit, c'est une IA que l'on pense pour éclairer, pas pour éblouir. Ça veut dire que l'idée, c'est de quitter les poncifs justement de puissance, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui marche le mieux, mais de se dire, on s'arrête et on regarde qu'est-ce qui peut réellement créer de la valeur pour notre tissu socio-économique et pour, de manière générale, l'ensemble des citoyens. Donc on a cette vision et cette vision, elle nous permet aujourd'hui d'être une des rares entreprises d'IA qui, pour le coup, est rentable depuis sa création parce que justement, nos intérêts sont alignés avec ceux des entreprises que l'on accompagne. Allez, merci beaucoup en tout cas pour ces explications, ce décryptage signé Raphaël David Lasserie, président fondateur de Magic Lamp. Merci à vous. Merci David Jaco.